Tu vas continuer à me faire la gueule longtemps encore? Elle m'ignore et fait sa vie. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble de ces traités conclus entre les Alliés et les empires centraux entre 1919 et 1920? C'est assez difficile de se prononcer, tant tout a été dit et interprété depuis. De manière générale, on peut développer un peu, en disant qu'il s'agit là que des traités les plus importants dans la myriade de traités qui furent signés entre 1919 et 1923, et au-delà. Et qui furent les grands gagnants? Si on y pense bien, personne. La France a bien récupéré l'Alsace-Lorraine perdue en 1871, mais sa sécurité n'est garantie que pour 15 ans maximum, ces années correspondant à celle de l'occupation de la Rhénanie. Si l'alliance défensive proposée par le président Wilson et le Premier ministre Lloyd George n'est pas à négliger, puisqu'elle rompt avec une attitude neutraliste des États-Unis et du Royaume-Uni, elle ne voit jamais le jour, puisque les États-Unis s'en retirent avant même de confirmer cette alliance. Mais peut-on faire pire niveau frustration que l'Italie? L'Italie. Ils lui ont promis monts et merveilles. Les territoires promis par le pacte de Londres de 1915 en échange de son entrée en guerre contre les empires centraux ne lui furent pas tous donnés. Elle dut renoncer à la côte dalmate, donnée à la Yougoslavie, ne se contentant c'est déjà pas si mal, mais clairement en deçà des ambitions italiennes, l'Istrie et le Trentin. On parla alors en Italie d'une victoire mutilée, ce qui donna du grain à moudre au mouvement nationaliste italien. Un des premiers vrais gagnants ici, c'est le Royaume-Uni qui a obtenu tout ce qu'il souhaitait. La destruction de la flotte de haute mer allemande, la restauration de la Belgique, mais aussi des colonies allemandes en Afrique qui lui permettent de réaliser l'Afrique anglaise du Caire au Cap. Mais malgré ça, le pays, lui, sort financièrement ruiné de la guerre. Et là, nous pouvons nommer ce pays qui a le plus gagné dans l'affaire, les États-Unis. Avant la guerre, les Américains devaient de l'argent à l'Europe. Après la guerre, c'est tout le contraire. Les Européens se sont massivement endettés aux États-Unis. Sans compter que la liberté de circulation sur les mers est désormais garantie, que la menace des sous-marins allemands est écartée, et c'est la vision américaine de la paix qui a été imposée aux Européens. Enfin, vision américaine imposée en partie seulement. En fait, les traités de paix de 1919-1920 ont fait une sorte de mélange entre la diplomatie européenne traditionnelle du concert des nations et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les nouveaux pays indépendants comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, mais aussi les États comme la Roumanie et la Yougoslavie et la Grèce, devaient faire contrepoids à l'Allemagne, la Hongrie ou la Turquie, quitte à rogner sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'autant plus que l'enchevêtrement des nationalités fait que, quelle que soit la frontière tracée, il y aura toujours des minorités nationales. C'est pour cette raison que d'importantes populations allemandes se sont retrouvées en Tchécoslovaquie, en Italie, et qu'il fut interdit à l'Autriche de se réunir à l'Allemagne. Pareil pour la Hongrie. Un tiers des populations hongroises vivent désormais en dehors des frontières de la Hongrie. La Dobroudja, majoritairement peuplée de Bulgares, reste en possession de la Roumanie, et un intense nettoyage ethnique a eu lieu entre Grèce et Turquie après la guerre gréco-turque, se débarrassant chacun de la minorité nationale issue du camp d'en face. Et ne parlons même pas des populations arabes, africaines, océaniennes ou chinoises qui ont à peine été évoquées. En bref, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui, mais à condition de ne pas être dans le camp des vaincus. Pourtant, malgré ce qu'on vient d'en dire, l'échec des traités de paix n'est pas forcément acté dès le départ. S'ils contiennent effectivement de nombreux contentieux qui amèneront à la tragédie d'une nouvelle guerre mondiale, cette issue n'était pas fatale et d'autres avenirs étaient possibles. Mais pouvait-on réellement faire des traités qui auraient contenter tout le monde? N'oublions pas que les buts de guerre de l'Allemagne n'étaient pas tendres non plus avec les éventuels vaincus. Alors plutôt que d'avoir fait des traités probablement irréalistes, on a procédé au meilleur ou, pour le moins, au moins pire dans un travail colossal puisqu'il ne constituait pas moins que de remodeler une grande partie du monde. Pourtant, une des conditions nécessaires à ce que les traités de paix soient viables était que l'Europe bascule clairement dans la démocratie et que dans la nouvelle démocratie, la société des nations et l'économie de marché prennent une place essentielle. Et durant un temps, ce fut effectivement le cas.
Mais ça supposait aussi qu'il n'y ait pas d'écueil dans cette marche en avant. Mais un écueil, il y en a eu un, et de taille. La crise économique qui débuta en 1929. Mais nous arrivons ici à la quasi-limite de notre chronologie. Revenons au traité de paix et à une question que les Alliés se sont également posée en juin 1919. Et si l'Allemagne refusait de signer le traité de paix? Nous verrons ça dans le prochain épisode.